Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, en cette fin de l'année qui approche, la fine équipe d'On refait le Mac a décidé de se faire peur. Blague à part, inventaire des sujets qui font polémique autour du constructeur et qui inquiètent, disparition de certaines gammes de matériel, manque d'innovation, vente en baisse, absence de relais de croissance, politique tarifaire élitiste et redressements fiscaux, sans oublier l'élection de Donald Trump. Bonne année Apple. Bonjour à tous, bienvenue dans On refait le Mac alias ORLM, bienvenue à l'école 42 qui nous accueille chaque semaine et qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur YouTube en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion, enfin quand YouTube ne bloque pas la vidéo, blague à part. Vous nous retrouvez également sur nos applications mobiles, iOS et Apple TV, sans oublier sur iTunes en une version audio, une version HD, n'hésitez pas à la télécharger. Cette semaine avec nous pour discuter, pour parler des sujets d'inquiétude autour d'Apple, un historique de la presse informatique, un consultant dans le digital, dans le numérique, Monsieur Thierry Derouet. Ça va bien Thierry ? Bonjour Olivier. Ça va bien ? Bah écoute, la super pêche. Tu nous suis de studio en studio. Hein. Ah oui, bah j'essaie toujours de suivre. Hein. Donc on disait avant le début de l'émission, pour résumer ton parcours, tu as connu les mainframes. Ouais. Voilà, du lourd, du vrai. Les grosses stations informatiques qui faisaient une pièce. Ouais, le cloud avant le cloud. Le cloud, mais le cloud personnel, oui. privé. Bien. Bah, écoute, on va essayer ensemble de débriefer un petit peu. Autre historique de cette émission, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton, qui n'est plus la tout charme de cette émission, mais la tout cœur de cette émission. Bonjour Fanny. On va bientôt faire tourner Manège. Il est très fort. Ça va bien Fanny ? Écoute, ça va bien. De retour parmi vous. Donc il y a beaucoup de questions Twitter ce soir, j'imagine ? Écoute, on va regarder ça. On est le matin. Ouais. Bon, très bien. Merci Fanny. Autre habitué, autre historique dans Refait le Mac, il s'agit de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, effectivement, c'est la première fois que je te dis bonjour quand on lance une émission, parce qu'on tourne le matin. Oui. Bon, il aura fallu attendre quelques années pour que ça arrive, mais j'en suis fort heureux. Bon, écoute, il ne faut jamais désespérer. Et enfin, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu dans cette émission. Un journaliste également, Emmanuel Paquette, du magazine L'Express. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier, je suis heureux de faire mon retour. Bon, comment ça va ? Très très bien. Alors tu peux nous montrer la couverture de l'Express ? Oui. Alors qu'est-ce que c'est l'Express ? C'est un système de livraison, c'est ça ? C'est un news magazine, Ah. le premier du marché. Ah, c'est Non, du papier ? en réalité, c'est plus le premier du marché, mais c'est un news magazine, tu vois, qui parle des cathos. Ah d'accord, bah écoute, on va voir s'il va vendre. Et donc c'est du papier, mais on le retrouve aussi sur l'express.fr, très bien. Et sur SFR Press aussi. Sur SFR Press, voilà, monsieur Drahi, si vous le regardez ce soir. C'est un mot qu'on ne peut pas prononcer ici à 42, mais passons. On va passer tout de suite directement au chiffre de la semaine, avant d'aborder bien sûr le thème de l'émission. Le chiffre de la semaine, c'est 60, c'est le résultat du sondage qu'on vous a posé sur Internet, la question, cette semaine sur Twitter. Le sondage était... Avez-vous peur qu'Apple arrête un jour le Mac ? Vous étiez 60% à répondre non et 40% à répondre oui, près de 300 votants. Alors c'est évidemment une question un petit peu provocante parce qu'elle illustre bien les inquiétudes, les interrogations autour d'Apple et c'est pour ça qu'on a décidé en cette fin d'année de programmer cette émission. Monsieur X, puisque vous êtes un historique d'Apple, que vous avez travaillé pour Apple pendant 7 ans, ce scénario du pire, vous y croyez qu'un jour Apple... Dans son optique de vouloir privilégier l'iPhone à tout craint, en finisse par délaisser totalement le Mac. Oui, je crois Olivier que le scénario du pire est toujours possible avec Apple, ça lui est déjà même arrivé plusieurs fois dans son histoire. Et puis là, on va dire que les nuages s'amoncellent. Apple est devenu la première capitalisation boursière du monde. Steve est parti. Un certain nombre des produits sur lesquels Apple travaille sont un petit peu en fin de vie et ont du mal à se renouveler. Donc, on va le voir ensemble, ça. Mais concrètement, sur le Mac, pourquoi Apple pourrait un jour être amené à arrêter les ordinateurs ? C'est plus Apple Computer, c'est Apple Inc. aujourd'hui. Parce que la part de marché aujourd'hui de l'iPad et de l'iPhone est telle que si iOS monte en puissance et devient vraiment un outil de production, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, il pourrait être une alternative au Mac, franchement ? Oui, moi je pense, dans l'autre monde Windows, il y a des annonces récentes qui font penser qu'un jour, peut-être que notre ordinateur unique, ça sera notre smartphone, et puis on le branchera tour à tour sur un écran, une télé, on branchera un clavier dessus, et ça sera notre unité centrale, et on n'aura plus besoin d'un ordinateur
en tant que tel. Donc oui, c'est un scénario qui est tout à fait, en tous les cas technologiquement, envisageable. Thierry, lorsqu'on avait fait une émission avec Jean-Louis Gasset au printemps dernier, en fin d'émission, on parlait un petit peu de l'avenir du Mac et lui, il était persuadé qu'à terme, le Mac finirait par être submergé par l'iPhone et l'iPad. C'est une question de temps, juste un calcul comptable. Hein. Regardez le nombre d'utilisateurs d'iPhone dans le monde, le nombre d'utilisateurs de Mac dans le monde. Bah, le clin d'œil que faisait Monsieur X, c'était sur l'annonce de Microsoft, qui commence à indiquer à pouvoir faire tourner enfin l'ensemble des applications Microsoft sur une plateforme IAM. Donc c'est être capable d'émuler Windows. Des smartphones. Ouais. Donc on va avoir une véritable évolution dans les semaines à venir. Il faut dire que quand on voit la puissance aujourd'hui des smartphones, et qui est d'ailleurs sous-exploitée, hein, quand on voit des processeurs 64 bits, quand on voit du multicœur, quand on voit cette flopée de mémoire, on peut faire tourner des choses extraordinaires dessus. Et de là à dire qu'il n'y aura plus qu'une seule plateforme par constructeur, bah, ça fait sens. Oui, et sachant qu'il y a des rumeurs depuis des années maintenant récurrentes autour d'Apple qui design lui-même ses propres puces ARM, ARM, que le Mac rebascule vers une architecture ARM et abandonne Intel, donc ça favoriserait ce scénario-là en plus. Hein. Bah, ça pourrait aussi alimenter le sujet de conversation d'aujourd'hui, à savoir pourquoi il y a certains appareils qui ne sont pas rafraîchis. Bon. Qui aime bien, châtie bien, on va s'amuser à se faire peur cette semaine et lister un petit peu, faire un inventaire après vers tout ce qui ne va pas chez Apple aujourd'hui. Et la liste est longue, on commence par l'arrêt de certains matériels. Depuis quelques mois, Apple a annoncé l'arrêt de divers matériels. Ça a commencé, Monsieur X, par l'arrêt du moniteur Thunderbolt, le moniteur externe, qui était si apprécié pour s'associer à un Mac Pro ou un Mac Mini. Bien qu'Apple n'ait jamais officiellement communiqué sur le fait qu'ils arrêtaient les moniteurs, c'est assez étonnant ce choix-là. Historiquement, Apple a toujours fait des moniteurs, Monsieur X. Bah oui, produit emblématique qui était couplé avec les produits professionnels. Et puis en plus, les moniteurs Apple, comme tu le sais, apportaient des fonctions supplémentaires en termes d'alimentation couplée avec le Mac. C'était vraiment le compagnon indispensable des produits pro de chez Apple. Et là, ils disparaissent dans l'anonymat le plus total. En gros, on s'en rend compte qu'on veut acheter un moniteur sur le site Internet d'Apple et qu'on se voit proposer des moniteurs coréens de chez LG, je crois. Alors ça a soulevé pas mal de polémiques puisque dans la foulée, Monsieur X, Apple a annoncé récemment l'arrêt des bornes AirPorts, les fameuses routeurs Wi-Fi dont Apple a été assez précurseur en termes de simplicité d'utilisation. Pas de renouvellement en vue et également la time capsule, le disque dur Wi-Fi. Comment on peut expliquer ce choix-là ? C'est un choix comptable, c'est-à-dire que c'est des financiers aujourd'hui au sein d'Apple. C'est un choix, un constat qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur ajoutée lorsqu'on est Apple pour faire un moniteur par rapport à la concurrence et qu'il voulait un connecteur unique, ça il est arrivé avec le Thunderbolt 3, je me fais l'avocat du diable. Et pour les routeurs Wi-Fi, aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché qui sont parfois même plus simples que celles d'Apple. Ouais, mais écoute, dans l'absolu, c'est pas très compréhensible parce que ces produits-là intéressent encore beaucoup de clients de chez Apple. Alors, il y a peut-être un effet de nombre, effectivement. Ces clients intéressés, ils sont tout petits dans le chiffre d'affaires d'Apple. Et puis, il y a autre chose. Peut-être qu'Apple veut se reconcentrer sur des produits du futur, mais avec la R&D qu'ils ont, normalement, ils ont suffisamment d'ingénieurs pour travailler sur des nouveaux produits et des anciens produits. Moi, ce qui me laisse un petit goût amer, notamment sur AirPort, c'est que pourquoi j'achète du matériel Apple pour l'écosystème, voilà, pour la facilité d'intégration, pour une fonction par exemple qui s'appelle AirPlay, qui me permet de dupliquer instantanément ce que je vois sur mon smartphone sur ma télé via mon Apple TV ou via mon pont Wi-Fi Apple. Donc c'est un ensemble de choses, et à retirer des bouts comme ça, les écrans AirPort, ils sont en train de déconstruire l'écosystème. Et moi, c'est une valeur ajoutée vraiment qu'a Apple qui disparaît. Et c'est pas sur le prix qu'on va continuer à acheter leur matériel. C'est vrai que l'écosystème, c'est important. Vu de l'extérieur, en tant que journaliste qui suit toutes les grandes marques high-tech, plus on a peut-être un peu plus business que produit, comme on fait un peu plus ici aujourd'hui, Emmanuel, on dit souvent qu'Apple est un peu à la traîne en matière d'innovation. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu observes par rapport à la concurrence. On pense notamment à Google ou même Microsoft. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans leur propre machine infernale, c'est-à-dire que les marges, notamment celles de l'iPhone, ne font que chuter depuis 2009. Et ils atteignent aujourd'hui des marges qui étaient pas loin de 60% il y a encore 6 ou 7 ans, maintenant qui chutent autour de
40-39%. Ce qui est quand même Et, très confortable, hein, Manuel. Ça reste, Non, ça reste très confortable, mais ça montre simplement que, d'une part, le marché en face bouge beaucoup, s'adapte, et que de l'autre côté, Apple, la seule solution pour continuer à avoir des prix relativement élevés et essayer de ne pas voir ces marges trop s'éroder, ils ont besoin d'apporter des nouveautés qui coûtent de plus en plus cher à fabriquer, avec des composants qui coûtent cher, souvent un peu rares, et donc qui se concentrent, je pense, sur ce type d'achat en volume, pour après essayer de conserver ces marges et de conserver, disons, ce qui fait leur force aujourd'hui, notamment sur l'iPhone ou l'iPad, c'est-à-dire d'avoir toujours un temps d'avance sur la concurrence. Et quand on voit aujourd'hui que sur des gros marchés comme la Chine, où ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, on voit déjà qu'ils sont en décroissance, notamment sur l'iPhone, sur l'iPad, ça laisse quand même un peu sceptique parce que c'est un marché qui était monstrueux, c'était considéré comme le relais de croissance d'Apple, notamment sur les Mac, les iPhones, les iPads. Et en réalité, on voit déjà que le marché chinois est en train de marquer le pas. Et donc ça, c'est face à une concurrence qui est en train de s'organiser de manière massive sur ce territoire-là. Et puis l'autre grand territoire où on entendait beaucoup, c'était l'Inde. Bien sûr. Pareil, l'Inde, on voit pas de chiffres aujourd'hui. Apple ne communique pas dessus. Alors généralement, quand Apple communique pas sur un chiffre, c'est que le chiffre est pas excessivement bon. Alors on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a à peu près 250 millions de personnes en Inde qui sont capables de s'acheter un smartphone parce qu'il faut avoir un niveau de vie relativement élevé. Mais pas forcément un iPhone 7. Hein. Voilà, dans ces 250 millions, peu peuvent mettre $600 ou $700 dans un téléphone. Donc ça réduit aujourd'hui le marché potentiel pour Apple. Alors on voit que c'est un pari de moyen long terme en se disant que demain, en Inde, il y a une classe de population, puisque ce que disait Tim Cook lors des derniers résultats financiers, il y a à peu près 50% de la population qui a moins de 25 ans. Donc il parie sur cette population-là qui devrait devenir une population un peu plus riche pour demain acheter les iPhones du futur. Fanny, si on rebondit si on comprend bien ce que nous a dit Emmanuel, que Apple donc est obnubilé par l'iPhone et par les marges et préfère investir dans des nouveaux territoires, investir son argent, en gros la recherche et développement, je caricature un peu mais c'est volontaire. Ça t'inquiète, on a vu qu'en plus certains nouvellements plus stratégiques, à la limite les bornes AirPort on peut s'en passer, mais un nouvel iMac avec un nouveau design, lorsqu'on a vu la nouvelle Microsoft Surface Studio. Ouais. Tu n'étais pas là lors de l'émission, donc c'est bien que tu nous donnes un petit retour. Lorsqu'on voit que le Mac Mini n'a pas été mis à jour depuis presque 3 ans maintenant, le Mac Pro, on ne sait pas nous comment on va faire pour à partir de cet hiver tourner. On voudrait changer notre Mac Pro, on ne peut pas. Ton impression ? Moi, l'impression, c'est en effet, il y a quelques années, c'était le monde PC qui s'écroulait. On voyait moi, j'ai été obligée de passer sous Mac. Voilà, parce que technologiquement, ils avaient pris une avance, parce qu'ils avaient les meilleurs pros, ils avaient la meilleure autonomie, le meilleur design. Et là, tout d'un coup, on revoit le monde PC, et en particulier Microsoft, revenir sur le devant de la scène avec des produits bien meilleurs. Enfin, une nouvelle stratégie qui est assez pertinente. Encore des améliorations à faire sur l'OS parce qu'ils sont quand même plus usine à gaz et c'est plus complexe. On va parler du logiciel juste après. Mais voilà, des gros efforts. Et c'est vrai que même s'ils misent tout en plus sur leur iPhone et sur on peut même plus dire sur les tablettes parce que le iPad, on n'a pas eu de nouveaux produits non plus. C'est déceptif. Donc voilà, moi je suis contente parce qu'en effet, ça me manquait le monde PC soit concurrentiel face à Mac. Mais en effet, on sent que ils sont sur des lauriers. Il y a pas, ils pourraient faire tellement mieux avec tous les moyens qu'ils ont et c'est déceptif pour tout le monde, et les Apple fans et les gens qui suivaient ça du coin de l'œil, qui n'avaient pas forcément les moyens, mais qui aimaient bien quand même voir des produits Apple. Allez, la séquence d'autoflagellation continue, cette fois-ci avec la partie logicielle après le matin. Monsieur X, en préparant cette émission, on m'avait demandé de rajouter un chapitre et c'était plutôt bien vu sur le côté logiciel. C'est vrai que dans les belles années d'Apple, on ne va pas jouer au vieux con ce soir, mais un peu quand même, Apple s'est différencié du monde PC dont parlait à l'instant Fanny, avec des innovations logicielles. On pense notamment à iLife. Où est passé iLife, monsieur X ? iLife, on ne va pas en parler puisque c'est un chapitre au passé de l'histoire d'Apple. Ça a disparu et ils ont décidé de ne pas renouveler ça. C'est dommage. On pensait que c'était volontaire et qu'Apple allait se projeter comme d'autres, Google par exemple, dans une stratégie cloud pour ses logiciels. Et là aussi encore, on est déçus. Et voilà, maintenant ce que je pense être aujourd'hui vraiment l'illustration parfaite, hormis les systèmes d'exploitation, de la pauvreté logicielle d'Apple,
ce sont ses applications sur son produit phare, on vient d'en parler, l'iPhone, et ses flops monumentaux. Hein. En préparant l'émission, comme tu disais, on citait Plan, qui est le concurrent de Google Maps, qui a été sorti un peu tard, qui est toujours extrêmement déceptif, qui a utilisé le réseau social qui s'appelle Friends ou Amis sur son iPhone. Il faut savoir pour localiser tes amis, c'est ça? Voilà. Et des gens comme moi, si tu prends leur iPhone, 2 minutes et que tu regardes ce qu'ils en font avec, ils achètent l'iPhone pour iOS, pour le matériel, mais ils utilisent en général plus d'applications Google sur leur iPhone que d'applications Apple. Notamment Clairement. tout ce qui est productivité. T'en es même carrément à plus utiliser iTunes et les sauvegardes iTunes, parce que maintenant, tu as un compte Gmail pour tes mails, tes contacts qui sont dedans, et qu'en fait, même tout l'import de tous les trucs classiques qu'on utilisait avant chez Apple, on n'a plus besoin. Et d'ailleurs, tu vois plein de gens faire la transition vers des smartphones Android plus facilement à cause de ça. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont plus en train de se dire « Ah ouais, non, mais j'ai tout dans iTunes. » Non, parce que maintenant, tout ce qu'on avait dans iTunes, c'est synchronisé sur Gmail, sur le contact, sur le calendar. Et donc, finalement, en 2-3 paramètres, on se retrouve avec un téléphone avec l'essentiel. Parce que tout ce qui est vidéo, streaming, pareil, les podcasts, maintenant, c'est plus du Netflix et du YouTube que du podcast ou des achats. Donc, en effet, toute la solution logicielle qui permettait à Apple de garder ses fans, finalement, est en train de s'écrouler tout doucement. Alors, on a bien conscience, si on vous écoute, messieurs, dames, donc l'avenir du logiciel, c'est plutôt le cloud. Thierry, Emmanuel, est-ce que vous pensez que Apple a, je ne pense pas personnellement, bien opéré ce virage vers le cloud quand on voit la stratégie d'un Microsoft et surtout d'un Google aujourd'hui? On commence peut-être par en plateau avec toi, Thierry, et puis on enchaîne avec Emmanuel, puisque tu vas aller les voir la semaine prochaine aux États-Unis, Emmanuel. Mais d'abord avec ils ne sont pas du tout au niveau. Hein. Leur stratégie, ça a été de vendre de l'espace. D'ailleurs, on le voit, ils ont mis, avec la dernière mise à jour de macOS, puisqu'on peut répliquer tout ce qu'il y a sur son bureau sur l'ensemble de ses appareils, l'espace manque. Et donc, on voit arriver des propositions. Ah, vous voulez pas un peu plus d'espace pour sauvegarder l'ensemble de vos documents? C'est payant. Donc, cette espèce de stratégie qui consiste à modèle faire économique. Oui, mais le cloud, c'est pas ça. Ouais. Le cloud, c'est d'abord une fantastique capacité à faire du traitement algorithmique et à le proposer à un ensemble de partenaires. Quand on voit ce que fait Microsoft, quand on voit ce que fait Google, quand on voit ce que fait Facebook, quand on voit ce que fait Amazon, Apple n'est pas du tout dans la course sur ce segment-là. Ils ont toujours été en retard, en plus, historiquement, sous toi de .Mac, de Mi, des débuts d'iCloud qui a toujours été un peu problématique. On a reçu Luc Julia, qui est le papa de Siri, et donc Siri c'est du cloud, et il expliquait que, il essuyait les plâtres, et c'est la raison pour laquelle il est parti, parce qu'il considérait que ils n'étaient pas assez en pointe chez Apple, et l'émission a été pour nous un vrai révélateur de vrais soucis sur le cloud. Puis au niveau applicatif, quand on regarde les applications maison, où ils ont effectivement tenté d'innover en apportant le partage, on peut travailler à plusieurs sur une présentation, sur un document et autres, c'est quand même assez décevant. Et puis quand on voit, par exemple, on compare juste à ce que propose aujourd'hui Google avec ce qu'ils appellent leur G Suite, c'est fantastique. Il y a même, alors je ne vais pas rentrer dans le débat parce qu'on n'est pas ici pour parler des trucs B2B, mais ils proposent des solutions qui font des process métiers, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre différentes composants de l'ensemble de leur suite et derrière d'injecter un peu de code, et on fait des choses extraordinaires. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est une course extraordinaire qui est devenue de plus en plus compliquée. Apple, visiblement, ça ne les intéresse pas, le côté pro. Oui, c'est surtout ça. Et sur l'aspect. Il faut y passer, selon toi. C'est un passage obligé pour après proposer des services sur mesure au grand public. Non, mais ce n'est pas la question de savoir s'il faut y passer ou pas. On y est déjà. Ouais. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on n'a pas la réponse de la part d'Apple. Emmanuel, ta réaction par rapport à la stratégie d'Apple sur le cloud, tu vas rencontrer les gens de Google dans pas longtemps. Voilà, ton opinion par rapport à ça. C'est-à-dire que sur la reconnaissance vocale avec Siri, dont tu parlais précédemment, ils avaient pris quand même une longueur d'avance en termes d'intelligence artificielle. Oui, ils avaient racheté une solution. Mais, voilà, c'était pour l'avoir discuté avec Julia, que tu connais bien, puisque tu l'as interviewé toi aussi, il nous expliquait qu'en gros, ils n'avaient pas l'infrastructure cloud nécessaire pour offrir un service de qualité. Et c'est pour ça qu'elle est restée en bêta pendant 2 ou 3 années, cette version de Siri. Voilà. Non, c'était sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Google s'est donné les moyens de se doter de serveurs. Quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, c'est facile à dire. Il faut faire une infrastructure. On a vu les fermes de cloud, ça ne se développe pas comme ça. Il faut créer des usines avec du solaire, l'électricité, la respect de l'environnement. Donc, c'est extrêmement lourd. Ça ne s'improvise pas. Mais est-ce que tu penses que pour l'avenir, maintenant qu'ils ont ces fermes de serveurs et qu'ils ont a priori ces batteries de serveurs pour faire du cloud, mais j'ai ouï dire qu'ils sous-louaient pas mal à Google et à Amazon quand même, encore aujourd'hui, ils sont taillés ils sont dotés, ils sont armés pour l'avenir.
Ouais, mais là, enfin, on parle de sociétés qui n'ont pas le même ADN. C'est-à-dire l'ADN de Google ou d'Amazon aujourd'hui, c'est d'avoir des fermes de serveurs, Et la des gratuité. infrastructures massives. Voilà, parce que Le bon, client, pour Google, c'est c'est pour le c'est vous. search, C'est le- et Amazon, c'est pour encaisser des pics de consommation, notamment sur les périodes de Noël où les gens commandent beaucoup sur Amazon. Il faut gérer le trafic, il faut pas qu'il y ait de latence. Donc, c'est quand même des sociétés d'infrastructure d'Internet. Apple ne l'était pas à la base. Ça l'est devenu aujourd'hui avec l'évolution de l'informatique moderne. Mais donc, on part pas du tout du même point de départ entre les sociétés. Donc, de ce point de vue-là, Apple avait un retard, hein, effectivement. En revanche, ils ont repris un peu d'avance avec l'intelligence artificielle et avec Siri. Et là, à nouveau, ils reperdent un peu, puisque ce qu'on voit là, en l'occurrence, comme tu le disais, moi, je vais chez Google pour voir l'équipe qui travaille sur Google Home. Donc, c'est ce système qu'on met chez soi, qui est le concurrent d'Alexa chez Amazon. Assistant vocal à la maison. Voilà, donc c'est qui viennent. Alors, Amazon vient de lancer Echo, donc Alexa en Allemagne et au Royaume-Uni, pas encore en France. Google Home va être lancé très probablement en Europe dès l'année prochaine. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est des systèmes qui sont basés sur la reconnaissance vocale. On pose des questions. Il n'y a plus d'interface du type ordinateur ou du type smartphone. Et puis on peut demander la météo, ça c'est la chose la plus basique. Les nouvelles du jour, c'est le deuxième type d'utilisation. On peut leur demander de jouer un morceau de musique qu'on a envie d'écouter. Ou, alors ça, on voit bien l'avenir derrière, en tout cas pour Amazon, de commander ce qui manque dans son frigo. Et Amazon va vous le livrer tout de suite, très rapidement. Donc l'intérêt d'Amazon, il est assez clair. L'intérêt de Google aussi, parce que si, dans le futur, la recherche passe par la voix, et notamment des systèmes du type Echo ou le système de Google Home, c'est une menace assez forte sur le cœur de Google, qui est le search et la publicité autour. Donc on voit qu'ils sont obligés de prendre le devant. Le seul qu'on voit pas, même Microsoft vient d'annoncer aussi se lancer sur ce marché-là. Celui qui ne bouge pas du tout, pour le coup, c'est Apple, alors qu'Apple, à Siri, avait une avance dans la reconnaissance vocale. Siri fonctionne un peu partout sur la planète, donc en plus, ils ont une avance en termes de langage, puisqu'ils savent déjà s'adapter à d'autres langages que la langue anglo-saxonne. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'attaquent pas ce marché-là, qui un jour peut porter préjudice. Sortir un assistant vocal personnel. C'est ça. L'Apple TV Peut-être pourrait jouer ce rôle-là en plus. Mais... Luc Julia nous avait quand même dit des choses intéressantes là-dessus. Il avait dit que c'était une technologie qui en fait était déjà dépassée et que à partir du moment où trop de gens seraient connectés dessus, elle se casserait la gueule. Il faut partir d'une feuille blanche. Et qu'il fallait repartir à zéro avec des nouvelles technos pour que ça fonctionne et que c'était un des freins à Siri et d'ailleurs aussi chez Google pour Alexa. Il disait que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et que ce serait très vite saturé, que c'était pas la bonne techno. Et c'est la raison pour laquelle il a quitté ce créneau de l'assistance de la reconnaissance vocale alors qu'il venait. Alors est-ce que c'est vraiment ça qui finalement les freine et fait qu'ils n'ont pas de. Je pense pas, mais c'est vrai qu'on a émis quelques hypothèses. On essaie de faire quelques plans sur la planète. Thierry ici dans cette émission, on avait dit mais l'assistant vocal préféré d'Apple. Personnel, il est là, c'est l'Apple Watch. On a Siri intégré, donc on lui parle, on lui pose des questions. Donc il préfère vendre une Apple Watch à chaque membre de la famille qu'un assistant central qui fait tout. C'est vrai que l'Apple TV fait ça, mais vu l'appétence qu'ils ont à la vendre en ce moment, j'en doute un peu. Voilà. C'est vrai que quand on voit comment fonctionne Alexa, parce que je l'ai vu tourner chez un de mes amis qui est à Londres. Ouais. Il en a installé 3 chez lui pour commander les lampes, pour que ses gosses puissent, par exemple, faire des calculs mathématiques pour réviser les tables de multiplication, des choses comme ça. Ça marche super bien. Ouais. Et on voit que c'est pas un appareil qu'on allume. C'est quelque chose qui est toujours présent. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qu'a fait Apple, c'est pas la bonne stratégie. Ouais. Et en termes de techno. C'est pas vrai que Google n'a pas la solution. Ils ont la solution. Ils ont sorti des fermes de serveurs avec des processeurs spécialisés qui s'appellent les TensorFlow, notamment. C'est impressionnant. Et ils sont en train de faire évoluer ça à une vitesse assez folle. Et ils n'ont pas de problème non plus pour faire monter en puissance leur infra. Tout comme aujourd'hui, le premier vendeur de cloud sur la planète, et ils veulent en faire éventuellement leur premier chiffre d'affaires demain, c'est Amazon. Ouais. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas du tout en face. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir aussi, on était un peu frileux à parler à nos objets il y a encore 2-3 ans.
Mais on voit la jeune génération, moi je vois mes ados à la maison, même pour faire leurs devoirs, ils prennent même plus le clavier pour taper. Il fait OK Google, le téléphone se met en marche, il dit quelle taille fait la tour Montparnasse, à quelle date est né Henri IV, et le téléphone répond, et il prend les notes et il fait ses devoirs comme ça au clavier. Donc, si on avait eu Google du temps où j'étais à l'école, ça devrait imagine, avec les bases de Wikipédia et tout le reste derrière, c'est il faut voir que la recherche est vachement simplifiée. Allez, pour clore le chapitre du logiciel, on a parlé beaucoup du cloud. Le point fort d'Apple, tu en parlais tout à l'heure, Fanny, d'iTunes, mais c'est aussi l'App Store. L'App Store qui permettait de sectoriser, de garder captif, j'y suis arrivé, à ses utilisateurs. Et il y a quelques études qui sont sorties récemment qui montreraient que ce soit chez Google d'ailleurs ou chez Apple, Manuel, on assiste à une chute des téléchargements et que l'âge d'or des App Store serait derrière nous. En clair, de mémoire, j'ai quelques chiffres à te donner. Parmi les 15 applications, c'est la source, c'est BFM Business. Parmi les 15 applications les plus utilisées cette année, en mai dernier, eh bien, les téléchargements ont chuté de 20% par rapport à l'année dernière, en mois de mai 2015. Un exemple, l'application Facebook a été téléchargée 9 millions de fois en mai 2015 contre 5 millions cette année. C'est aussi un frein en termes de développement pour Apple, car le marché du smartphone sature, j'imagine. Il y a plusieurs choses. D'une part, le marché du smartphone sature, puisque, encore une fois, sur le dernier trimestre d'Apple, on voit que les ventes d'iPhone sont en forte baisse, un peu partout dans le monde, puisque après, ils donnent le détail par zone géographique. Donc, l'Europe est en léger retrait à moins 1%, mais les US sont en fort retrait à moins 8%, et la Chine à moins 17%. Donc, on voit que ça recule à peu près partout. Donc effectivement, il y a saturation du marché, mais aussi une saturation du marché sur certains types d'applications. Tu parlais de Facebook, par exemple. Facebook, aujourd'hui, ils ont du mal à attirer de nouveaux utilisateurs. Bien donc, sûr. Ils sont obligés d'apporter la connectivité en Afrique, en Inde, pour toucher un nouveau type de population, puisque les réseaux télécoms et les réseaux Internet ne sont pas encore suffisamment déployés pour permettre l'usage de smartphones. Donc là, on se heurte à deux problèmes. De temps en temps, donc le marché des smartphones qui peut être saturé, mais un marché des télécommunications qui n'est pas encore suffisamment mûr dans certains pays en termes de 4G, et donc on ne peut pas avoir l'utilisation optimum de certains types d'applications. Et puis, dernier point, il faut aussi un peu nuancer tout ça. Alors les opérateurs télécoms nous disent qu'il y a eu des chiffres incroyables avec le lancement de Pokémon Go, par exemple, en termes d'usage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé une application, c'est très bien, mais après, il faut revenir dessus. Et c'est vrai que Pokémon Go a créé beaucoup d'usages sur le smartphone. Donc, qui sait demain s'il n'y a pas encore des nouvelles applications de réalité augmentée qui vont arriver. Ça ne sera pas les applications qu'on les connaît aujourd'hui, elles seront un petit peu différentes, mais elles seront d'une part très addictives, donc on se reconnectera souvent dessus, un peu comme sur Facebook ou d'autres types d'applications comme ça. Donc le stickiness, là, on se colle à une application et on verra si de nouveaux types d'applications de ce type-là ne peut pas engendrer de nouveaux téléchargements, puis surtout de nouveaux usages, parce que qui dit téléchargement d'application ne dit pas nécessairement fort usage derrière. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faut nuancer un peu ces données-là. Et pour te donner raison, Phil Schiller a déclaré sur Twitter la semaine dernière que en novembre, l'App Store a connu son meilleur mois en termes de ventes. Voilà, et une performance donc exceptionnelle sur Twitter. Bon, il n'y a pas de chiffres, on verra ça lors des prochains résultats financiers. Mais effectivement, entre l'arrivée de Mario et autres Pokémon Go, c'est vrai que ça va être un facteur de dynamisme. Dans le chapitre suivant, on va continuer un petit peu à se faire mal. On va parler des ventes en baisse, et notamment celle de l'Apple Watch, mais également de la politique tarifaire d'Apple, qui est certainement un peu trop élitiste. Monsieur X, pour la première fois depuis 2003, Apple a annoncé un chiffre d'affaires en baisse. C'est assez rare pour être souligné. Oui, mais c'est normal, Olivier. Je pense qu'il y a un moment où le chiffre d'affaires ne peut plus croître. Donc moi, ça m'affole pas en tant que tel. C'est plutôt quand on regarde la composition du chiffre d'affaires qu'il y a matière à redire. Oui, notamment alors il y avait... Apple a besoin de relais de croissance. On a vu, Emmanuel nous l'a très bien expliqué, que Apple comptait sur certains pays émergents pour faire développer les ventes de l'iPhone et que le prix de l'iPhone est trop cher. On va y revenir sur la politique tarifaire d'Apple. On comptait sur l'iPad, mais l'iPad, ça fait une dizaine de trimestres que les ventes sont en baisse, donc ça, c'est pas le relais de croissance. Le Mac surperformait et on a vu finalement qu'il est revenu au niveau des PC, il baisse au même niveau que PC parce qu'il n'y a pas eu de nouveauté, il faut bien le dire. Il manque, monsieur X, un vrai relais de croissance chez Apple aujourd'hui. Ils sont trop dépendants de l'iPhone, certainement. Oui,
On dit qu'il manque un relais de croissance. Je pense qu'il manque un relais de croissance à la hauteur des relais de croissance précédents. Pourtant, Apple en a 2, à mon avis, entre les mains. Un qui pourrait se révéler bénéfique assez rapidement, qui est l'Apple Watch. Je rappelle quand même que les bases de ce marché, c'est tout le monde va être connecté, tout le monde porte une montre, donc il y a forcément un besoin latent là, que l'Apple Watch peut remplir. C'est simplement, moi je pense, que les Apple Watch et les montres connectées en général remplissent pas les fonctions encore que les gens attendent, que ce soit de la batterie, au GPS, un certain nombre de choses. Mais ça, c'est un relais de croissance latent. Simplement, ils ont cru qu'il allait arriver en 2-3 ans, il va peut-être falloir 5 ans, 6 ans pour qu'il soit là. Et puis il y en a un deuxième qui est historiquement décevant pour Apple, où ils font des petites touches qui est le monde de la télé, où à mon avis, ils auraient pu faire beaucoup d'essais entre une vraie télé, une évolution de l'Apple TV actuelle, l'écosystème de jeux autour qui s'ensuit, où là, à mon avis, c'est un manque, alors peut-être d'investissement, peut-être de volonté, ou alors Apple a été tellement chiant avec ses partenaires aujourd'hui, enfin par le passé notamment sur iTunes, qu'ils n'arrivent pas à recréer cet écosystème, notamment autour de la télé avec l'Apple TV, parce qu'ils veulent partager le gâteau avec personne. Et ça les empêche d'avoir un relais de croissance sur la télé. Tu parlais de la télé, bien sûr, mais le principal relais de croissance qu'a mettait en avant Apple, c'était l'Apple Watch. Ça a été le principal lancement et le premier produit post-Steve Jobs, de l'ère Tim Cook. Et on ne peut pas vraiment dire que ça soit un succès. Alors, est-ce que c'est un flop? On peut se poser la question. Il y a des chiffres qui ont été parus, parce qu'Apple ne publie pas ces chiffres de vente, Thierry. Alors, il y a l'Institut eMarketer qui a sorti des chiffres qui font plutôt froid dans le dos. Entre le troisième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2016, donc le trimestre de l'été aux États-Unis. L'année dernière, Apple aurait écoulé, je parle au conditionnel parce que voilà, c'est pas des chiffres patentés par Apple, aurait vendu l'année dernière en un trimestre 3,9 millions d'Apple Watch. Et cette année, juste avant l'arrivée de l'Apple Watch 2, 1,1 million, une baisse de 71% des ventes. Waouh, on peut vraiment parler de flop là. Je ne sais pas si on peut parler de flop parce que quand on regarde les parts de marché respectives, notamment des vendeurs de montres, ils sont largement en tête. Suisse, ils ont été un peu impactés directement par les ventes. Les chiffres là. Les ventes, en tout cas, directement d'Apple, effectivement, chutent sur la Watch. Comme l'a dit Monsieur X, il y a sûrement un gros problème aujourd'hui. De taux d'intérêt et de monnaie. Le franc suisse coûte très cher aussi. Ouais. Mais c'est difficile. Il y a aussi un problème de définition du produit. Parce que quand on regarde, j'ai encore des gens qui me posent la question, t'es content de ce truc, qu'est-ce que t'en fais? Et on voit bien qu'il y a une telle rupture dans les usages, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire il y a un truc génial dessus. On dit j'ai quelques petits trucs qui me sont très personnels et ça se partage pas. Ouais, si tu oublies et puis c'est pas un truc qui est super attendu. Moi, il m'est arrivé d'oublier mon Apple Watch. C'est un peu embêtant, mais alors que si j'oublie mon iPhone, je suis complètement en mode panique. Donc ça me manque, mais ça manque quoi qu'il arrive quand je l'ai pas. Mais le vrai problème aujourd'hui de cette Watch, c'est comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à séduire la fin de l'écosystème quand quelqu'un a déjà un téléphone, en se disant tu vas acheter ta montre que tu utilises parce que c'est quand même un bijou très personnel. Ouais. Tu vas le remplacer par un appareil qui fait que dupliquer des fonctions effectivement qui sont présentes sur le téléphone. Et il manque effectivement ce truc qui fait qu'il y a une fonction indispensable qu'on est obligé d'embarquer avec soi. Alors comme par hasard, comme ça a pas mal buzzé autour de ces chiffres d'e-marketer, il y a eu une déclaration à Reuters de notre ami Tim Cook qui s'est voulu rassurant. Je résume sa déclaration par le fait que depuis, c'est vrai que ces chiffres sont avant l'arrivée de l'Apple Watch 2 et que depuis l'arrivée de l'Apple Watch 2 au mois de septembre de cette année, bien qu'elle ne soit pas disponible encore partout, c'est le moins qu'on puisse dire, Apple aurait, la première semaine de vente de l'Apple Watch, enregistré un record de vente historique et qu'il s'estime que ce trimestre, donc celui de Noël, l'Apple Watch enregistrerait son record en termes de vente depuis sa création. On aura la vérification. Mais c'est sur quoi? Sur l'ancien modèle dont le prix a baissé ou sur le nouveau modèle? Voilà, ils n'auraient jamais autant vendu d'Apple Watch depuis sa sortie, alors que lors de ce trimestre. Encore une fois, il va être difficile de vérifier parce qu'Apple ne publie pas officiellement ses chiffres de vente. Donc voilà, mais on verra bien dans le chiffre d'affaires global. Est-ce que ça t'inquiète, Emmanuel? Est-ce que ça t'inquiète, Fanny, quand on sait que des marques comme Peeble jettent l'éponge, et que Motorola arrête la Moto 360 et que le directeur du développement de Motorola dit qu'il n'y a pas vraiment de marché de la montre connectée? Oui, il y a même un autre élément que tu as un tout petit peu oublié quand même. C'est Tony Fadell, qui est l'ancien d'Apple, qui avait créé Nest, le thermostat connecté, racheté par Google pour développer justement des objets connectés
comme la montre, puisque avec Tag Heuer, ils ont créé une montre sous C'est Android, vrai. a quitté Google quand même. Hein. Donc tout le monde sait très bien que s'il a quitté Google, c'est que ça se passait pas très très bien non plus. Oui, Donc la je question, ne suis pas sûr que ce soit une question de marché, Emmanuel. en partie, hein, visiblement, parce que de ce que j'entends, c'est que les ventes de Nest, notamment les thermostats connectés et même les montres, 3 milliards. c'était pas au rendez-vous hein, quand même, hein, par rapport à la somme oui. qui avait été, Oui, bien qui sûr. avait été Enfin, payée. on n'est pas dans la montre connectée avec Nest, on est plus dans l'objet connecté, on n'est Non, pas dans le c'est sûr. wearable. Mais hein. je pense que globalement, il y a une déception sur les objets connectés et les volumes que ça représente aujourd'hui par rapport à ce à quoi on s'attendait, et notamment les montres. Donc forcément sur ce marché-là, même si Apple domine, il domine un marché qui reste encore un micro-marché aujourd'hui. Ouais. Fanny, Mais faut pas. L'arrêt de le Peebles, problème- ça t'a surpris, le rachat par Fitbit et l'arrêt de... Non, alors. Non, je me suis dit quand ça a été racheté par Fitbit, ça va peut-être perdurer un petit peu, mais c'est vrai que j'ai Ils toujours arrêtent été en fait, hyper- hein. Fitbit Mais ne oui, rachète je que sais, la je marque sais. et les Ouais, ingénieurs. ouais. Et finalement, c'est complètement arrêté. Moi, ça me surprend pas. C'est comme pour des composants comme Misfit, quand j'ai vu qu'ils se lançaient, que Coca investissait, etc. C'est pas, c'est des produits qui étaient faits pour être intégrés à des smartwatches plus complexes. Et on est encore à des smartwatches qui sont gadgets. Et on voit bien même des trucs qui auraient pu un peu doper les ventes ou un peu fun. Je vais reprendre l'exemple de Pokémon Go, c'est con, mais ça a été annoncé à la conf qu'on devait avoir le compagnon sur l'Apple Watch. C'est toujours pas intégré, on se demande ce qu'ils foutent, c'est quand même pas hyper compliqué, c'est juste un truc. Alors, c'est un truc avec Google, je sais pas ce qu'ils freinent, mais c'est un des trucs qui était hyper attendu connement hein, et qui est pas le truc le plus utile du monde. Oui. Mais le fait que ce soit pas, c'est super, ça fait chier. Ça Donc, fait chier. Et là, c'est la ce qui le Apple Watch, rappe, le quoi. seul truc qui est cool, c'est qu'elle va sous l'eau. Elle fait pas beaucoup plus de trucs qu'avant. Par contre, le fait que tu puisses te laver les mains ou aller J'ai sous la hâte douche d'essayer, avec. Voilà. Fanny, j'ai hâte d'essayer. Allez, pour clôturer ce chapitre des ventes en baisse, de l'absence de relais de croissance, pour expliquer ce ralentissement, on le dit souvent dans cette émission, on le martèle, on l'a dit encore récemment au responsable d'Apple qui nous regarde avec des gros yeux ronds parce qu'ils viennent des États-Unis, qu'il ne se rend pas compte qu'il y a quand même des difficultés de pouvoir d'achat, notamment en France. La politique tarifaire d'Apple est de plus en plus élitiste. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à terme, allons-y franchement, Monsieur X, Apple se marginalise, que son écosystème se marginalise en s'adressant uniquement à des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et que les développeurs n'y retrouvent plus de leur compte, puisque c'est plus un marché qui est global, mais une niche de marché, comme c'est arrivé dans les années 90. Absolument. Bon, d'abord, moi, je vais dire qu'Apple fait bien ce qu'il veut avec ses prix. Hein. Mais c'est vrai que si on regarde l'histoire d'Apple sur une longue période, depuis sa création à aujourd'hui, je vais comparer Apple à des marques. Alors, Apple, au démarrage, c'était une marque équivalente à une marque actuelle qui s'appelle Raspberry, qui fait des cartes mères que vous pouvez totalement customiser et puis arranger à votre sauce pour faire tantôt un PC, tantôt un robot pour votre maison, avec cette idée que c'est pas cher, vous pouvez le customiser et c'est pour tout le monde au sens démocratique quasiment du terme. On simplifie la technologie et on la donne à tous pour que tout le monde puisse se l'approprier et progresser avec. Ça, c'est le Apple original. Aujourd'hui, si vous comparez en termes de marque Apple, c'est Burberry, une marque qui est devenue classique de fringues intemporelles, qui a pignon sur rue avec des magasins dans les centres-villes. Et dont la patronne des Apple Store est l'ancienne patronne de Burberry, justement. Absolument, et qui essaye Angela Arendt. de faire des essais dans le luxe. Donc, c'est devenu. Donc, en clair, Apple est une marque de luxe. Voilà. Oui, enfin, essaye. Et donc, le prix n'est plus dans la tête des gens d'Apple un problème. Le problème, c'est que les utilisateurs d'Apple initiaux comme moi, et même les nouveaux, quand ils achètent de la technologie, ils n'achètent pas une marque à la Burberry. Alors, tout le monde n'achète pas du Raspberry et de la customisation, mais quelque chose entre les deux. Et puis, ça concerne tout le monde. Donc, il doit y avoir une certaine démocratie dans le prix. Et Apple est devenu autiste sur le prix. Autiste. Ouais. Fanny, on ne t'avait pas eu ensemble depuis l'arrivée du MacBook Pro Touch Bar. On s'est un peu énervé sur son prix autour des 2 000 € avec la Touch Bar. C'est un exemple de montée en gamme. J'ai discuté récemment avec un ancien haut responsable, dirons-nous, des Apple Store, qui est parti de chez Apple, donc il peut un peu parler, mais même s'il n'est pas encore prêt à être devant une caméra, on va essayer de le convaincre quand même. Tu le connais, Emmanuel. Et il nous dit que lui, il s'arrachait les cheveux du temps où il était à Apple France, enfin Apple Europe, pour se faire comprendre qu'à Apple, il fallait faire attention au niveau des prix, parce que le pouvoir d'achat en France n'est pas aussi élevé qu'aux États-Unis. Et au-delà, lorsqu'il parlait avec Apple, pour les responsables d'Apple, Apple était une marque de luxe. En interne, il n'y a pas de discussion. Apple est une marque de luxe. 2 000 € pour un MacBook Pro, ça te semble raisonnable ?
Non, parce que les prix ont chuté par rapport à la puissance, à la mémoire, etc. Et ça en devient ridicule. C'est le seul truc qui te lie encore à ça, c'est le design et l'interface. Et même le design, avec la perte des prises et tout, c'est un peu casse-bonbon. Mais non, et d'ailleurs, dans mon entourage de geeks, je vois bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a acheté le dernier MacBook tout de suite pour avoir le touch bar, le machin, et c'est quelqu'un qui a des revenus suffisants. Tous les geeks, etc., et même les infographistes et tout, ils laissent passer. Ouais, Ils rachètent des anciens modèles à la rigueur qu'ils upgradent avec un nouvel SSD, et si possible, remettre un peu de RAM dedans. Mais j'ai pas vu grand monde acheter les derniers modèles et les commander. Allez Fanny, on est en retard, on va passer tout de suite aux questions de la semaine. Allez Fanny, du côté de Twitter, qu'est-ce qui se dit autour d'Apple et du sujet de l'émission cette semaine? Écoute, alors j'ai plus d'affirmations que de questions. Hein. Il y a beaucoup de gens qui râlent et qui se disent que... beaucoup de gens sont en colère, hein, c'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est la déception totale et surtout beaucoup de Apple fans qui en ont ras-le-bol. Et ça, c'est assez nouveau. Ouais, et en même temps, on voit qu'ils n'arrivent pas à se tourner vers le monde PC et autres. Non, parce que c'est quand même mieux le Mac, hein, malgré tout. Qui est bien, châtie bien. Voilà, encore une attente du miracle. Mais bon, et d'ailleurs, la question, c'est une des questions intéressantes, c'est Apple a-t-il ou est-il vraiment capable d'un truc de dingue dans les cartons qui remettent en cause notre quotidien, entre autres, comme ça va être les 10 ans de l'iPhone, est-ce qu'ils attendaient ce truc janvier 10 ans de l'iPhone, est-ce que tu crois que... un truc de dingue là tout d'un coup? Est-ce qu'ils peuvent disrupter le marché, c'est un terme à la mode, comme l'iPhone a disrupté en son temps la téléphonie mobile? On voit que l'Apple Watch n'en prend pas de chemin en tout cas. On a beaucoup d'attentes sur le prochain iPhone. Donc, ils ont intérêt à taper fort. On va en parler dans un instant. Voilà. Et puis, il y a toujours ce bruissement qui est quand même réaffirmé autour de la voiture connectée en termes de plateforme. On va en parler dans le busomètre. Voilà. Donc, même si Toyota a raconté qu'il ne voulait pas vendre demain des boîtes de conserve, hein. Ouais. Donc c'est assez rigolo comme anecdote. Donc, ils ont intérêt à taper fort. Ouais. Il y a des attentes très fortes. Donc, peut-être du côté de l'automobile, c'est ce qui tient un peu plus la corde. On verra, j'espère, assez rapidement. D'ailleurs, on va en parler tout de suite dans le busomètre. Le busomètre, tu en parlais à l'instant, Thierry. On parle bien sûr de l'iPhone 8. C'est la rumeur la plus récurrente de semaine en semaine autour de la planète Apple. Cette semaine encore en tête, l'iPhone 8. Mais là, surprise, patatras, l'iPhone 8 ne proposerait pas de grands bouleversements en termes de design. Ce sera un iPhone 7S, sachant que l'iPhone 7 était déjà un iPhone 6SS, donc ça promet, voilà, il n'y aurait pas forcément de châssis en céramique, d'écran OLED qui arriverait jusqu'au bord du châssis, parce que la raison serait le manque d'écran OLED sur le marché en termes de production pour satisfaire les besoins d'Apple. C'est la rumeur qui a le plus buzzé cette semaine. Deuxième rumeur, c'est justement le retour de la voiture autonome d'Apple. Il y a eu aux États-Unis la semaine dernière une grande consultation des autorités américaines autour du thème de la voiture autonome. Et Apple y a beaucoup participé, il y a beaucoup, entre guillemets, débattu, ce qui montre qu'il porte un intérêt. Ça a relancé évidemment la rumeur, alors que le projet Titan, on pensait qu'il était un petit peu dans une voie de garage en jeu de mots. La voiture autonome est toujours dans le cœur des préoccupations d'Apple. Troisième rumeur, toujours l'iPhone 8, mais cette fois-ci autour d'une fonctionnalité. Il semble se confirmer que l'iPhone 8 se rechargerait bien sans fil, et c'est une rumeur qui semble assez logique depuis longtemps qu'on l'attend. Troisième rumeur, et enfin quatrième rumeur, et ça on va parler dans un instant dans l'émission, c'est le retour des usines Apple aux États-Unis. On en débattra si vous voulez bien en fin d'émission. Enfin, cinquième rumeur qui semble à peu près, on est tous d'accord sur ce point-là, c'est l'arrivée prochainement d'un nouvel iPad Pro. Eh bien, il semblerait que Apple se tourne vers une keynote printanière au mois de mars prochain, où on verrait arriver effectivement une nouvelle gamme d'iPad Pro. L'iPad, on a besoin pour redynamiser ses ventes. L'iPad Pro a été assez bénéfique apparemment, mais pas suffisamment, notamment au niveau du grand public. Il faut un produit peut-être un peu plus agressif en prix, voire l'iPad mini. On a beaucoup parlé de produits, on va parler plus de stratégie globale d'Apple, et notamment de stratégie en matière d'optimisation fiscale. 400 millions d'euros, c'est l'amende record, le redressement record qu'a reçu Apple de Bercy, selon un journaliste Emmanuel Paquette de l'Express, qui a sorti ça l'autre jour dans les colonnes de l'Express. Tu peux nous en dire plus, Emmanuel ? Oui, donc l'administration fiscale se penche aujourd'hui sur les schémas d'optimisation fiscale des plus grands acteurs de l'Internet, qu'on regroupe sous le terme GAFA. Donc enfin, Google, Apple. On pourrait dire enfin, parce que ça fait des années. Enfin, voilà. Google, Apple, Facebook et Amazon. Donc effectivement, il y a eu une perquisition chez Google, et aujourd'hui, il y a un redressement en cours qui est toujours contesté par Google, mais qui est un petit peu dans les tuyaux. Amazon également a été redressé de à peu près 250 millions d'euros de mémoire, donc un redressement qui est contesté aujourd'hui par Amazon. Et donc là, aujourd'hui, on tourne sur Apple.
Apple, non seulement parce que c'est un des plus gros acteurs au niveau local, et en plus parce qu'Apple a deux types de structures, donc les enseignes d'Apple, les Apple Store, qui vendent en direct. Et en fait, les Apple Store, pour avoir des produits Apple, les achètent directement en Irlande à un prix qui représente à peu près 71% du chiffre d'affaires total d'un Apple Store. Je te vois venir à grands pas. Mhm. Voilà. Et l'autre structure qui s'appelle Apple France, qui fait un chiffre d'affaires très très faible, de l'ordre de 60. Le vrai historique Apple France. Hein. C'est ça, exactement, qui fait 64 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui lui, en fait, ne s'occupe que de faire du marketing, de la publicité, de la communication autour des produits Apple. Ils vendent un qui, peu, mais du pas coup, beaucoup, quoi, hein, en gros. En fait, oui, c'est comme un agent, c'est comme quand toi tu vends ton Ils vendent dans la ton Fnac, appartement, des choses comme ça, c'est ça. C'est ça, c'est les ventes. Donc c'est les ventes indirectes à la Fnac chez les opérateurs télécoms. Ouais. Pour, Donc pour s'ils n'ont pas les Apple Store, c'est effectivement il y a un gros manque à gagner, effectivement. C'est ça, exactement. Et là, en fait, ils jouent le rôle de ce qu'on appelle une forme d'agent commissionné, c'est-à-dire, en gros, Apple France n'est qu'un agent de commission pour Apple Irlande, et donc ils ne prennent qu'une toute petite marge sur chaque vente, et le reste est envoyé directement en Irlande. Donc c'est pas taxé par le gouvernement et par Bercy. Donc là, apparemment, Bercy conteste, mais c'est Voilà. pas légal cette formule-là. La plupart des grandes compagnies, je dirais multinationales, le font pourtant. Alors oui, parce que c'est légal, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, hein, c'est des prix de transfert, c'est-à-dire qu'on transfère une partie du prix dans un autre pays à la fiscalité Luxembourg, un peu plus Pays-Bas gentille. ou Irlande généralement, oui. Voilà, exactement, ou les trois, hein, des fois en faisant des mouvements Oui, pour Apple accentuer l'optimisation. Oui, Apple connaît bien. Exactement, avec le double sandwich irlandais et hollandais. Voilà. Et donc aujourd'hui, ces prix de transfert-là permettent effectivement de rapatrier des sommes considérables en Irlande pour tous les pays d'Europe. En réalité, toutes les ventes en Italie, en Espagne, en Allemagne, même jusqu'en Russie. Donc tout ça est remonté directement en Irlande. Là-bas, le taux d'imposition sur les sociétés est de 12,5%. C'est l'un des taux les plus faibles en Europe. Et en plus, là c'est ce que reproche la Commission européenne, Apple aurait négocié une baisse de l'impôt sur les sociétés avec le gouvernement en direct via ce qu'on appelle un rescrit fiscal, qui ferait qu'en réalité, ils ne payent même pas 12,5%, mais entre 0,05% d'impôt sur les sociétés ou quelques pourcents. Donc, Emmanuel, c'est le fameux coup de semence au mois de septembre de cette année de la Commission européenne autour des 13 milliards qu'Apple devrait, d'euros, je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle représente, 13 milliards d'euros, devrait rembourser au gouvernement irlandais. Voilà, parce que l'Europe estime que Apple a joui d'un statut un peu particulier, donc que c'est une aide d'État déguisée de la part de l'Irlande. Alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Après tout, ça n'a rien à voir avec les produits d'Apple, mais ça me semble important aussi d'expliquer que ça a un impact sur l'image d'Apple, cette politique, qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent qui est gagné par ce biais-là, hein, d'énormes économies qui sont faites, et qu'on s'attendrait peut-être que le consommateur y gagne. C'est un peu candide ce que je dis, mais avec des tarifs un peu plus attractifs, voire avec un peu plus d'innovation, ce qui n'est pas forcément le cas. Monsieur X, l'image d'Apple a quand même été pas mal attaquée, à juste titre, et pas mal ébréchée par toutes ces affaires. Et on sent enfin que les différents gouvernements européens se saisissent du problème pour Apple, mais aussi pour Amazon, pour Google, pour Microsoft, et j'en passe. Hein. Oui, tu as raison, et ça remonte aux années 2003-2004, quand Apple notamment a lancé ses premiers services dématérialisés avec l'iTunes Store. Et d'entrée de jeu à l'époque, ils ont essayé de faire de l'optimisation fiscale, notamment en essayant d'échapper à la TVA telle qu'elle est payée en France, et en mettant par exemple leur société iTunes au Luxembourg, là où la TVA sur les produits dématérialisés n'était pas la même. Donc ça date d'il y a longtemps, mais entre guillemets, Apple passait au travers des gouttes parce qu'elle n'était pas cette société qu'elle est aujourd'hui en termes de C'était taille. le petit poussé de la tech à l'époque. Voilà. Et puis aussi, le marché de la technologie n'était peut-être pas aussi central il y a 12-13 ans au sein des économies de l'Europe comme elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché des téléphones portables, le marché des télés, c'est important, hein, c'est au centre de l'économie, c'est comme des marchés de matières premières, Amazon pour la distribution. Donc si tu régules pas à un moment ces choses-là, les États vont se faire mettre en faillite parce qu'ils vont plus avoir de rentrée fiscale sur la partie entreprise. On va en parler avec Emmanuel. Mais au-delà, Monsieur X, Apple, de la manière dont Tim Cook, même s'il conteste sa réaction en disant que tout ça c'est des conneries, que c'est un mauvais procès qu'on fait à Apple, hein, je paraphrase ses déclarations, même si elles sont en off,
bien qu'elle soit publique, hein, Emmanuel. On a l'impression qu'Apple ne prend pas conscience qu'ils sont en train de démolir leur image de marque en orange massif qu'a construit patiemment Steve Jobs pendant des années. Quoi, Oui, mais avec Tim Cook, dont il est complice aussi, parce que Steve, c'est lui qui a fait arriver les usines à Cork. Hein, bien sûr, et ça date d'il y a très très longtemps. Ouais. Mais tu sais, Tim Cook, dans ces affaires-là, c'est d'abord l'argent, le droit, la loi, plutôt que le cœur et la passion. Donc ce qu'oppose Tim Cook à la Commission européenne, et c'est le mécanisme qu'expliquait Emmanuel, ce mécanisme, on l'a signé avec les autorités irlandaises, c'est du droit, c'est légal. Et si maintenant l'Europe se mêle des conditions particulières qu'on a avec un État qui reste un État souverain, même s'il est encadré par certains règlements européens, le monde devient fou. Donc il demande le respect du droit et le respect... oui, parce que l'optimisation fiscale est tolérée, bien plus que tolérée, c'est le droit. Thierry, concrètement, quelle est ta position par rapport à ça ? On sait que l'ensemble des grandes multinationales, plutôt américaines, parce qu'en Europe, c'est parfois un peu plus compliqué quand on a un siège social en France de faire l'optimisation fiscale, mais on l'a vu avec Elf. Hein, mais ils le font quand même. Ils le font quand même. Ah, les boîtes du CAC 40, la majeure partie de leur chiffre d'affaires n'est pas en France. Voilà. Est-ce que ça te choque ou une manière où on sort le cas Apple parce que c'est une entreprise, c'est la première capitalisation boursière et que c'est une entreprise très médiatique et donc sa manière de montrer qu'on mène une action et qu'on essaie de rapatrier de l'argent en France. Alors c'est un scandale, monsieur El Kabash. Voilà, on pourrait commencer comme ça. Ouais. Mais le vrai souci, c'est l'Europe. C'est qu'à un moment donné, on a permis à l'ensemble de ces sociétés de faire de l'optimisation fiscale. Parce qu'il y a différents niveaux d'imposition d'un pays à l'autre. Oui, puis c'est le cas aussi aux États-Unis. Il n'y a qu'à regarder les entreprises qui sont installées dans l'État de Delaware, par exemple. C'est à mourir de rire. C'est le Luxembourg. Mais ce qu'on dit sur Apple est vrai aussi sur Microsoft. Ils se sont fait épingler à multiples reprises à cause de ça, puis plus récemment à cause de certains contrats avec certains de nos ministères. Le souci actuel, c'est que tant qu'on n'aura pas une politique fiscale uniforme d'un pays à l'autre et qu'on permettra à un pays comme l'Irlande de faire ce qu'ils veulent, mais bon, avec le Brexit, avec ce qui se passe aujourd'hui, ça va devenir très compliqué. Et on ne va pas aujourd'hui jeter la pierre à une entreprise comme Apple pour ça, parce qu'ils ont beau jeu de le faire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que quand on regarde les taux de change appliqués sur les produits entre le dollar et l'euro, là, je tousse, docteur. Là, il y a quand même, effectivement... La sécurité monétaire. Oh, c'est plus de la sécurité monétaire. Moi, j'appelle ça un peu du foutage de gueule. Parce que quand on regarde très concrètement les niveaux des prix aujourd'hui qui sont pratiqués dans les Apple Store, qu'on soit fan ou pas, il y a quand même des trucs, franchement, le trackpad, on peut rappeler un peu son prix. Quand on regarde l'ancien et le nouveau modèle, juste pour ne plus utiliser de piles, ça fait quand même un peu mal. Voilà. On a regardé avec Monsieur X, hein, tu es témoin Monsieur X en préparant cette émission justement parce qu'on voulait aborder le sujet de la conversion euro-dollar parce qu'il nous semblait un peu exagéré. Et puis surprise, alors c'est vrai que le dollar a pas mal baissé, ça peut expliquer cela. L'écart est moins fort ces dernières semaines depuis l'introduction de ces nouvelles machines. Le prix d'un MacBook Pro aux États-Unis est quasiment le même qu'en France aujourd'hui. D'accord, c'est que les prix ont tellement augmenté qu'aujourd'hui. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que sur l'Apple Store, quand vous allez sur l'Apple Store US, c'est des prix hors taxe, donc il faut rajouter 20% de TVA. Mais vous allez voir qu'ils ont. Ça dépend des États. Ça dépend des États, évidemment. Ouais, tu as raison. Pour conclure sur l'optimisation fiscale, avec Emmanuel, et peut-être on dira un petit mot avec Fanny pour conclure aussi. Pourquoi maintenant, Emmanuel, pourquoi Apple spécialement aujourd'hui ? Donc il y a deux raisons à cela. La première, c'est l'endettement des États à la suite de la crise financière de 2008. Il se trouve que les États aujourd'hui demandent des efforts financiers à leur population pour renflouer les caisses des États. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, donc il y a une hausse d'impôts un peu partout, les taxes foncières, la TVA, l'impôt sur le revenu. Et dans le même temps, on voit que des multinationales, elles s'enrichissent et ont des trésors de guerre. Hein. Donc Apple, 202 milliards de trésorerie à l'extérieur des PIB d'un pays développé. Hein. C'est ça, exactement. Donc on se demande pourquoi les multinationales ne devraient pas faire d'efforts. Quand on paye 0,3% ou 0,5%, enfin moins d'1% d'impôt via l'Irlande, donc c'est un problème d'équité entre effectivement le contribuable et les multinationales. Ouais. Et encore une fois, il serait bon qu'Apple considère que tout cela, tout mêlé, la politique fiscale, l'augmentation des prix, alors la conversion au dollar, ça s'est un petit peu calmé, l'impatience des fanboys autour de l'innovation, l'arrêt de certains matériels contribue à une certaine colère, on peut le dire, de la base installée Apple en France aujourd'hui, dont on essaye d'être modestement le relais aujourd'hui. On a vu avec l'Europe, on a vu avec la France qu'Apple était dans l'œil du cyclone. On va voir que c'est également le cas aux États-Unis avec un certain
Donald Trump. Apple a été durant toute la campagne électorale des présidentielles américaines un peu la tête du turc du candidat et récemment presque investi président des États-Unis, Donald Trump. Il faut savoir que Tim Cook, comme la plupart, hein, Thierry, des entreprises de la Silicon Valley a été plutôt démocrate, avait même carrément pris parti en faveur d'Hillary Clinton. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'arrivée, selon toi, de Donald Trump au pouvoir et qu'il va taper sur Apple ? Il a déjà commencé à avoir des relations un peu singulières avec la Chine, notamment en se permettant de prendre un coup de téléphone d'une certaine dame qui habite à Taïwan. Ouais. Donc déjà, au niveau relationnel, là, il met un peu la pression. Oui, diplomatiquement parlant, c'est assez nouveau comme Ouais. méthode. Et alors de là à ce que demain, ils puissent suggérer à un certain nombre d'entreprises de faire revenir leurs usines directement aux États-Unis. Arrêtez de produire l'iPhone en Chine, on le veut aux États-Unis. Mais il ne faut pas exclure que ce ne soit pas probable, parce que quelque part, quand on regarde ce qui va se passer chez Foxconn... Ça te semble réaliste ? Oui, parce que chez Foxconn, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pléthore d'employés. On est d'accord, c'est quelques centaines de milliers. Et qu'on commence à entrevoir que ces employés-là vont être remplacés par des robots, pourquoi pas réinstaller des entreprises avec des robots aux États-Unis ? Aujourd'hui, il n'y a pas la masse salariale disponible pour transférer. Mais demain, ça va être possible. Oui. Donc, c'est pas absurde. On l'a vu dans le busomètre. Hein, il y aurait des études qui auraient été commandées par Apple pour voir comment une telle faisabilité d'un rapatriement d'usines serait possible aux États-Unis. Tu y crois ? Ça te semble un scénario possible, Emmanuel ? Sachant que c'est déjà le cas. Ne rigolez pas. Les Mac Pro, ils n'en produisent pas beaucoup. Ils avaient beaucoup communiqué là-dessus, fabriqués et non pas designés uniquement aux États-Unis. Tu y crois ou tout ça, c'est de la com finalement ? Il y a un peu des deux. Je pense que Foxconn, comme on l'a évoqué précédemment, ils envisagent d'ouvrir une usine aux États-Unis. Ils l'ont annoncé plus ou moins là, il y a quelques jours. C'est pas Apple, hein, c'est son sous-traitant. Pas Apple, c'est son sous-traitant. Ouais. Mais je pense que si Apple le lui demande, Foxconn obéira. Ils l'ont fait au Brésil ou en Argentine. Je vais pas dire de bêtises, parce que là-bas, on est obligé de produire localement si on veut vendre. Hein, c'est ça. Sinon, il y a une taxation de douanière qui est trop forte. Hein. C'est un peu le modèle que veut prendre Donald Trump finalement. Taxer les produits. Exactement. Ouais. Taxer les produits. En tout cas, c'est ce qu'il affiche. Sauf que c'est un gouvernement plutôt de gauche là-bas, mais c'est ça qui est amusant. Mais passons. Protectionniste. Le protectionnisme peut être de droite aussi. Hein, oui, c'est vrai. Donc, je pense que si l'idée c'est d'ouvrir une usine et de dire regardez, on fait quelques iPhones dans cette usine et que c'est le symbole qui compte, à ce moment-là, on peut directement s'orienter vers ce genre de choses avec Foxconn qui pourrait effectivement ouvrir une usine. En revanche, de là à tout produire sur le marché américain, je pense que là, on n'ira pas vers ça, parce que ça renchérirait le coût d'un iPhone produit, même si on y met des robots, parce qu'il va falloir quand même lourdement investir. Ouais. Et du coup, si on veut pas que si Apple ne veut pas voir ses marges fondre, il va falloir augmenter encore les prix. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des iPhones encore plus chers, mais made in États-Unis ? Ou est-ce qu'on veut des iPhones encore en Chine, enfin faits encore en Chine ou en grande partie en Chine, mais avec des prix qui restent relativement élevés, mais qui bougent pas trop à la hausse, quoi. Ouais, ce que cherche peut-être Donald Trump, c'est une annonce, un coup de com du style Tim Cook qui dit oui, on va ouvrir une usine, mais c'est pas forcément une usine qui produirait la majorité de la production, mais c'est juste il obtiendrait une victoire. L'enjeu est certainement ailleurs, Emmanuel. En préparant cette émission, on en parlait ensemble. C'est pas tellement les usines qui intéressent Donald Trump, c'est pas tellement les usines qui intéressent Apple. C'est ce formidable trésor de guerre dont tu parlais tout à l'heure, 202 milliards d'euros, qui dort à l'étranger, parce que le gouvernement américain aussi ne perçoit pas l'impôt que devrait. Il y a un manque à gagner énorme, aussi bien que l'Europe ou la France ou l'Irlande. Et il faudrait rapatrier cet argent. Et là, peut-être qu'il y aura un moyen de s'arranger avec le nouveau gouvernement américain. Oui, là, il y a eu donc la banque d'affaires Goldman Sachs a demandé à Trump de réaliser ce qui a été fait par George Bush en 2004-2005. C'est Goldman Sachs qui demande au président direct. Voilà, oui, parce que c'était plus ou moins dans ses promesses de campagne. Donc, c'est ce qu'ils appellent la tax holiday. Donc, c'est les vacances pour les impôts. Je ne sais pas si c'est une traduction un peu mot à mot. Ouais, c'est ça. Mais c'est en gros de dire, normalement, aujourd'hui, si tu rapatries ton cash aux États-Unis, tu es taxé à hauteur de 35%. Donc, c'est plus que la France. Hein, donc, 202 milliards d'euros, 35%. Je suis très mauvais, 700 millions de dollars d'euros qui tomberaient dans les caisses de l'État américain. C'est ça, en gros. Oui, c'est ça. À la louche. À la louche. On n'est plus à 100 millions près. Hein. Et donc, pour essayer de motiver les multinationales à revenir, à rapatrier, à rapporter l'argent. Les Google, les Amazon, les Microsoft, les Oracle, les gens passent. L'idée, c'est de dire, pendant un certain temps, au lieu que vous payez 35% sur les cash qui va rentrer, on vous fait un prix d'amis, c'est de 3,5%, 5%. Ah ouais. Donc ça, c'est en discussion.
La dernière fois, c'était de l'ordre de 5%. de Sous mémoire. George Bush, hein, c'est en Sous George Bush. 2005, Voilà. c'est ça? Ouais. C'était 2005, voilà. Et Goldman Sachs dit que si on arrive à peu près à ces taux d'imposition-là, il y a 200 milliards, entre 150 et 200 milliards de dollars qui rentreraient directement sur le marché américain grâce à l'amnistie de Trump. S'il y a une Après- amnistie, et tout ça c'est du conditionnel. Mais ce qui est amusant finalement, alors qu'on avait plutôt tendance à voir dans les médias que Apple était plutôt dans l'œil du cyclone et qu'il avait plutôt à perdre de l'arrivée de Trump au pouvoir, alors que le gouvernement, l'administration Obama s'est toujours refusé à faire une ristourne et à faire cette amnistie fiscale autour du rapatriement d'argent qui était stocké à l'étranger. Finalement, il pourrait être gagnant avec l'arrivée de Trump et favoriser le rapatriement de cet argent. 5% de taxes, 30%, c'est inespéré pour Apple. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce cash Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, notamment de la gauche, enfin les démocrates aux États-Unis. Ouais, pas de Parce gros que- mots, s'il te plaît. Voilà, lors du précédent amnistie fiscale, Ouais. et ben les sociétés ont fait deux choses. Donc, on s'attend à ce que ce soit à peu près la même chose. C'est investir un peu en recherche et développement, donc c'est ce qui est plutôt positif pour le Ouais. coup. Mais l'autre élément, c'est faire du buyback, c'est-à-dire racheter ses propres actions sur le marché. Et puis Alors, payer les pourquoi actionnaires. Hein. En fait, oui, parce que quand vous achetez vos propres actions, quand une autre société rachète ses propres actions, elle les reprend chez elle. Et les Et remonte. du coup, ça relue le dividende, c'est-à-dire que le dividende pour chaque actionnaire devient plus important. Et donc, le dividende par actionnaire va devenir un peu plus plantureux. Comme ça, tout le monde est content. Trump touche un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Les actionnaires vont avoir un dividende un peu plus plantureux. Et puis, Apple va pouvoir retirer certaines actions, certains titres du marché financier et avoir ce qu'on appelle un autocontrôle un peu plus important. Ouais. Dernier point qui inquiète beaucoup, là, cette fois-ci, à juste titre, la Silicon Valley, parce qu'on s'aperçoit peut-être que fiscalement parlant, peut-être que les entreprises de la Silicon Valley, en tout cas les grandes, qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont une envergure mondiale, auraient beaucoup à gagner finalement de l'élection de Trump, comme quoi il faut se méfier de parfois ce qu'on lit. La Silicon Valley s'inquiète qu'il y ait, on l'a vu en matière de protectionnisme et de limitation de l'immigration, de limitation de visas étrangers. On sait que dans la Silicon Valley, c'est indispensable. Hein. On accueille des développeurs du monde entier. On espère qu'ici, il y aura beaucoup de développeurs, d'étudiants de 42 qui pourront finir un jour chez Apple ou chez Google, même si on va préférer les garder en France. Si demain on ferme les frontières, ça va être un vrai problème pour la Silicon Valley. Hein. Oui, mais comme toujours, il y a des gros effets d'annonce. Oui. Hein, parce que celui qui a cru que les États-Unis allaient construire un mur aussi haut pour empêcher la pression mexicaine, enfin, c'est assez grotesque quand même. Et pourtant, regarde, il a été élu, le garçon. Oui, enfin, il a 2 millions de voix mais de moins que. Mais bon, c'est leur système à eux, c'est comme ça. Mais il n'empêche que c'est quand même des effets d'annonce, une fois encore. Maintenant, les États-Unis ont toujours eu une politique très restrictive sur l'immigration. C'est complètement différent de ce qu'on connaît nous en France. Hein. Il faut avoir sa carte verte. Faut se lever tôt, hein, quand même, c'est pas si évident que ça. Donc, les Américains ont toujours été très intelligents pour faire venir uniquement les gens dont ils avaient besoin. Et quoi qu'ils puissent en dire, quand on a vu des électeurs de Trump en train de dire « Ah, l'immigration, quand même », et puis quand on regardait qui étaient les salariés qui travaillaient chez eux, il y a de quoi, de temps en temps, s'amuser un petit peu à regarder l'humain tel qu'il se comporte et la réalité du terrain. Voilà, on est très très loin, vous l'avez compris, aujourd'hui du Mac de 84 et d'innovation matérielle ou logicielle. On va essayer quand même d'être un peu plus positif pour conclure cette émission, même si ce n'est pas la dernière émission de l'année, on en prépare encore 2 d'ici la fin de l'année, je vous rassure. On va parler un petit peu du futur d'Apple, d'une manière un peu plus positive, parce qu'il y a quand même je vous rassure, beaucoup de choses qui pourraient arriver de bon du côté de Cupertino. Que va faire Apple de ces 202 milliards d'euros de cash? En tout cas, ça laisse des possibilités énormes, Thierry, à Apple. Hein, il n'y a pas trop à s'inquiéter. La fête. On peut faire une méga bombe avec ça. Voilà, presque qu'ils pourraient offrir des produits pendant des années sans que ça leur pèse, hein, plutôt que les vendre. Ce qui tient la corde, sans jeu de mots, c'est plutôt la voiture autonome. Tu y crois? On en parlait dans le busomètre à ce scénario. Ou au contraire, plutôt Apple travaille plutôt sur de l'embarqué, sur l'électronique, sur l'interface. Il y a beaucoup à faire aussi. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. Ouais. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en ce moment, on voit arriver dans les flagships de chez Tesla. Ouais. Hein, avec les premiers modèles à 97 000 euros. Oh, c'est une paille. Ah voilà. Quand tu as autant de cash, tu peux te payer un Tesla. Hein. Donc quand c'est peut-être aussi ce modèle-là qui fait un peu rêver Apple. Donc oui,
On peut imaginer un Apple sortir une voiture, on peut imaginer un Apple faire de l'embarqué, mais alors ça, c'est pas gagné. Parce que très honnêtement, il y a une guerre aujourd'hui des plateformes qui commence à s'ouvrir. C'est extraordinaire, hein. Microsoft est dessus, Google est dessus, Amazon est dessus, Bosch et consorts en Allemagne sont dessus. On a vu que l'ensemble des constructeurs au Japon, on peut très bien voir arriver se sont réunis pour acheter des choses un peu Feu, nouvelles. le GPS de Nokia. Souviens-toi, j'ai oublié son nom, mais ça va revenir. Enfin voilà, les constructeurs ont pris conscience qu'il y avait un enjeu énorme autour de l'embarqué. Donc il y a une grosse baston qui se prépare, et là effectivement, il va falloir, je pense, disposer de beaucoup de cash, parce que c'est vraiment beaucoup de recherche et de développement. Monsieur X, en tout cas, Apple positionne ses pions. On n'est pas encore dans la voiture autonome. Aujourd'hui, on en est juste au niveau de CarPlay, l'intégration de l'iPhone dans la voiture. Et là, ils ont marqué quelques points récemment. Oui, ils font pas de bruit, mais on peut suivre l'actualité d'Apple alors de deux manières. Soit tu vas sur leur site et tu regardes la page qui recense les marques d'automobiles qui supportent le système CarPlay. Et puis de manière un peu plus fine, moi je suis tous les jours un site qui s'appelle carplaylife.com, qui est toute l'actualité de CarPlay dans le monde. Il est quand même un peu allumé, Monsieur X, hein, quand même. Ouais, je sais. Et tu vois, et CarPlay Life le confirme, qu'Apple a annoncé cette semaine que maintenant il y avait plus de 200 modèles de voitures qui proposaient CarPlay en standard. Alors ça veut dire quoi, CarPlay en standard? C'est une option. Je vais citer un exemple parce que c'est vrai que moi je lorgne un peu cette voiture-là. La dernière née de chez Audi qui s'appelle la Q2, qui est un tout petit SUV urbain. Monsieur Ouais, X travaille chez Et bah maintenant, quand tu choisis ou quand tu achètes ta Q2 en ligne, comme pour beaucoup de modèles, c'était Volkswagen avec Seat qui avait commencé ça. CarPlay, c'est simplement une option dans le configurateur. Et puis, tu peux même commander un berceau pour recharger ton iPhone sans fil. Sans déconner. Ça sera peut-être l'iPhone 8. Ouais, je C'est pense. pas possible avec l'iPhone actuel, mais c'est très très bien intégré. Et là, Apple vraiment marque des points. Et c'est assez étonnant parce que au départ, CarPlay était réservé à des modèles de voitures très élitistes, hein, très haut de gamme. Et là, ça se démocratise à une vitesse grand V. Donc la bataille, en fait, elle a déjà commencé et Apple a un vrai truc à faire. Parce que mettre son iPhone dans sa voiture, retrouver instantanément sur le grand écran l'interface de son iPhone, mais ses médias, sa musique, etc., ça, c'est un vrai plus. Je pense même que comme l'Internet est devenu un paramètre du choix de son logement, l'intégration avec son smartphone peut devenir un paramètre du choix de sa voiture dans les années à venir. Ouais, Fanny, toi qui t'intéresses beaucoup à l'automobile aujourd'hui, tu crois ce scénario avec 202 milliards de cash, d'euros, hein, je précise, c'est pas des dollars, c'est encore plus en dollars, on peut se payer carrément un constructeur d'automobile. Il y a eu des rumeurs qui étaient apparemment fondées parce qu'entre-temps, les gens de McLaren l'ont déclaré qu'ils discutaient avec Apple et puis ça n'a pas été plus loin. Apple aurait pu racheter McLaren. Bon, là, on n'est pas dans l'automobile grand public, hein, c'est carrément la supercar. Tu y crois à ce scénario ou simplement, voilà, l'électronique va être partout et Apple, il veille? Je pense qu'il veille plus à être partout. J'ai encore du mal à y croire, le secteur de l'automobile, parce qu'on voit plus d'autres grands géants sur la voiture autonome, mais c'est pas juste l'interface, le fait d'être présent, c'est les voitures, elles vont conduire toutes seules. Pour l'instant, je vois pas Apple là-dessus, hein. Ils sont pas sur l'intelligence artificielle, ils sont pas sur ces choses. Je les vois pas si encore. sûr de mon côté, mais on va voir. Emmanuel, pour conclure, l'automobile et Apple, un fantasme. L'iCar, on entend parler depuis presque 20 ans. Hein. Oui, alors après, c'est pourquoi. C'est-à-dire que s'ils construisaient une voiture et qu'ils la vendaient très cher, c'est le modèle d'Apple, ça, je comprendrais. Quand Très je vois cher, Google, c'est-à-dire plutôt Tesla ou très cher plutôt BMW? Parce que BMW est je quand même pense des voitures plutôt Tesla, relativement moi. accessibles. Tesla, c'est le radical aujourd'hui. Hein. Ouais, je pensais plutôt Tesla, ça serait plutôt Tesla à mon avis. Ouais. Mais et quand on voit aujourd'hui l'approche de Google, c'est la voiture autonome, la visée numéro 1, c'est de libérer de l'attention du conducteur. Et cette attention, c'est de la monétiser avec de la publicité derrière. Et là, c'est pas pour le modèle amener des d'Apple. gens dans des magasins. Mais c'est pas le modèle d'Apple. Donc, quel est d'accord. l'intérêt d'Apple sur une voiture autonome? Intéressant. Soit ils en font une, ils la produisent et ils la vendent. Ça, encore une fois, on est plus proche de ce qu'ils font avec un iPhone, avec un Mac, etc. Mais là, sur la partie logicielle, je ne vois pas quel est leur intérêt aujourd'hui. Et on ne verrait pas faire une techno de voiture embarquée. Il a proposé clé en main des constructeurs. C'est pas le modèle d'Apple non plus, hein, de standard, non, faire la licence. Ils l'ont fait il y a longtemps, mais tu te souviens, on a vu le résultat. C'était pas l'Apple, la meilleure période d'Apple. Hein. Bien. Que peut faire de ces 202 milliards Apple? On le voit tous les jours. Encore récemment à Paris avec l'ouverture au marché Saint-Germain d'un très beau magasin, d'un très beau Apple Store. Hein. Et personnellement, j'étais encore une fois très surpris du succès et de l'engouement auprès du grand public. Il y avait des gens qui ont carrément dormi devant pour l'ouverture d'un magasin. Il n'y avait pas de nouveauté, il n'y avait rien, avec juste quelques t-shirts distribués.
C'est quelque part, nous qui sommes un petit peu des privilégiés, il faut bien le reconnaître dans cette émission, on a tous les produits, on les teste, donc on n'a pas trop de difficultés à les critiquer ou à en dire du bien ou du mal. On a tendance à sous-estimer, à juste titre, Monsieur X, que Apple a encore une capacité d'attraction de toute cette marque qui est phénoménale. Oui, absolument. S'il reste bien quelque chose à Apple d'extrêmement puissant, c'est la puissance de sa marque. C'est toujours la première marque mondiale. On dit souvent, on en rigole, que si Apple mettait un logo de la pomme sur une poubelle, il en vendrait. On a une petite poubelle de poche là, avec le Mac Pro. Mais ça illustre le magnétisme de cette marque et Apple entretient bien sa marque. Voilà. Ouais, et le fait d'avoir un iPhone noir, ça marche bien d'ailleurs. Oui, et ça reste quand même la qualité de cette marque, le fait qu'Apple nourrisse cette marque avec des beaux produits. On a beaucoup critiqué le nouveau l'iPhone MacBook noir Pro. de jet. Voilà, mais quand tu prends le nouveau MacBook Pro, par exemple l'édition 13 pouces avec la Touch Bar en main, que tu l'ouvres, que tu commences à jouer avec et que tu oublies le prix, tu as envie de le ramener chez toi. Hein. Et ça nourrit la marque et ils ont toujours cette mécanique qui est extrêmement forte. Allez, dernier point, je voulais quand même qu'on évoque avec vous. Il y a eu beaucoup de rumeurs, je ne l'ai pas mis dans le busomètre parce que c'est vite calmé cette rumeur sur la possibilité que Johnny Ive, le gardien du temple, celui qui est le patron du design d'Apple, l'historique, qui travaille main dans la main avec Steve Jobs, puisse s'en aller. Il avait déclaré que le jour où il se prendrait du retrait, il se mettrait en retrait, il ferait d'autres choses. Et on a vu récemment avec Mark Newson, notamment, il pourrait faire de la décoration pour des magasins, pour Noël. Et puis là, forcément, ça a lancé la rumeur parce qu'il a décoré un grand magasin à Londres de mémoire avec Mark Newson. Donc on se dit, tiens, il a du temps, qu'est-ce qui se passe ? Mais ça fait très longtemps qu'on sait qu'il a pris du retrait, Monsieur X, mais qu'il continue à être là, bien présent et à marquer son territoire. Bah oui, j'espère bien que Johnny Ive est encore impliqué dans la partie produit chez Apple. Parce que c'est celui qui porte un petit peu l'héritage de Steve et puis de ce renouveau d'Apple des années 98. Et il a fait beaucoup pour la marque et à mon avis, il peut encore faire beaucoup pour Apple. En tout cas, regarde, on a une démonstration très concrète de ce qu'il fait. Il s'éclate encore au sein d'Apple. Il s'occupe beaucoup des magasins notamment. Regardez ces petites démonstrations que nous a fait l'autre jour lors de l'inauguration du magasin à Paris Boulevard Saint-Germain. Un vendeur autour des tables, les fameuses tables de démonstration. Regardez, c'est magique. Voilà, ça c'est signé Johnny Ive. On a presque envie d'en avoir la même à la maison. Il s'éclate encore le garçon. Voilà, ça arrive au terme de ce 247e de mémoire épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On passe tout de suite au coup de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Monsieur X. Et on va vite. Alors Olivier, 2 coups de cœur. Le premier, une web TV qui n'est pas concurrente de Refait le Mac, mais qui est... On n'a pas de concurrents, on est tous des copains. Absolument. Sauf avec... Voilà. Qui est donc une web TV absolument drôlissime et dont le thème central est la pédagogie autour de l'écologie, pas pour les enfants, pour les adultes, pour essayer de convaincre les adultes à avoir une attitude plus verte. Ça s'appelle Professeur Feuillage, vous trouvez ça sur YouTube, 12 épisodes, et puis c'est extrêmement drôle, extrêmement décalé. Allez voir Professeur Feuillage. Et puis un coup de cœur que j'espère je ne pique pas à la famille, qui est la Nintendo Classic Mini, donc qui est cette espèce de retour vers le futur que nous fait Nintendo. Ils prennent la NES, ils mettent 30 jeux dedans, en plus petit, et puis ils le ressortent et ils nous offrent ça pour un tout petit prix, je crois que c'est 69 €. Beaucoup d'heures de jeu en perspective sympa à Noël. Moi, j'aimerais bien avoir la même en Vectrex. Le fil des manettes est trop court, etc. Mais c'est assez génial. Et ça marche tellement que Nintendo a du mal à fournir. Donc, je ne sais même pas si vous pourrez l'avoir pour Noël. Mais ça, c'est très sympa. Moi, je l'ai reçue et c'est vrai qu'elle est très sympa. Après, c'est vrai qu'elle est en rupture de stock et actuellement, elle se vend sous le manteau à plus de 200 € parce qu'il y a des petits malins. Il y a des petits malins qui ont bien compris le business. Et en effet, il y aurait un problème d'usine et donc de production. Mais bon, on avait trouvé même avec les Yoshi. Puisque tu as la parole, Fanny, vas-y, tes coups de cœur. Alors, mes coups de cœur, moi aussi, j'en ai 2. Comme j'ai raté les spéciales Noël et j'ai plein de cadeaux. T'étais où d'ailleurs? Je travaillais un vrai boulot. Power Quest, c'est un super truc, c'est que pour jouer à chat, tu mets ça sur ton plastron avec c'est un petit plastron connecté avec que tu mets sur le torse. Et c'est pour jouer genre à 1, 2, 3 soleils, mais du coup c'est lui qui t'engueule, donc en version numérique. Tu peux plus tricher. C'est super rigolo et en plus les gamins te mettent la pâtée. Tu le mets de côté, il faut que j'essaie avec ma fille. Allons-y. Voilà, et un deuxième jeu, alors ça c'est plus geekouné, il faut avoir un smartphone,
Skipbot, c'est pour apprendre à faire sur fond vert, tu sais, des petits timelapses, des petites animations. C'est ce qu'on va essayer de image faire cet par après-midi image. à l'école 42, Et figure-toi. le truc qui est sympa, voilà, c'est pour s'entraîner justement à faire On refait le Mac. Et tu vois, il y a Olivier Frigara en orange, monsieur en Bon, rouge. ouais, bah, monsieur Ruiz. Et donc le fond vert pour apprendre à intégrer des fonds verts et tout. Donc je trouve que c'est super, un, pour apprendre l'animation aux enfants et deux, apprendre à faire des effets spéciaux. Il y a de quoi bien se marrer. Et voilà, Skipbot, je trouve ça super mignon. Merci Fanny. Emmanuel, j'allais oublier Emmanuel, quel est ton coup de cœur? Tu l'as préparé, j'imagine. Oui, effectivement. Non, c'est pas très original, mais Bah, je te le fais j'ai pas un coup de dire. cœur pour la PlayStation VR. Oh mais non, non, bah alors. Ça a déjà été fait. Mais non, mais c'est... Non, vas-y, c'est bien, vas-y. C'est vrai Allez. qu'il y a des trucs sympas. Moi, là, je l'ai testé avec mon fils. Tous les n'as deux, pas on a vomi. beaucoup aimé. Non. Il n'y a que les personnes faibles qui ont le sickness, machin. Ouais. Exactement. On en reparlera, hein. Vas-y. Ça ouvre au-delà du jeu vidéo, hein, puisqu'on peut aussi se balader, par exemple, dans des peintures de Van Gogh. Oui. Donc, il y a un aspect culturel. Je vois très très bien Sony vend plein de peintures de Van Gogh pour sa PlayStation. Si, ça marche. Non, Oui. ça marche, ça fonctionne bien. C'est Donc, ton, voilà, moi, j'ai eu c'est bien, un- ton j'ai- fils te travaille pour acheter une PlayStation parce qu'on pourrait aller au musée, papa, mais il va pas. Voilà. non. C'est un Mais tu crois que ça prétexte. fonctionnera pas? Bon, bah, je te le dirai. Alors, je te dirai si ça fonctionne Tu pas. peux même voler au-dessus de Paris. Il y a plein de super jeux qui sont très intéressants. Ouais, donc PlayStation VR, c'est bien ça. Emmanuel. Exactement. Ouais. Merci Je Emmanuel. reviendrai dessus d'ailleurs. Ouais, on en aura l'occasion. On essaiera de la tester nous aussi. Thierry, ton côté, ton coup de cœur. Oh, un truc énorme. Oui. Je pense que jamais j'aurais eu ça à l'esprit. Oui. La dernière Livebox de chez Orange. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah, c'est très simple. Une Livebox déjà, bon. Mais Orange, Bon, là. déjà c'est moche, c'est vrai. Ouais, Il y a bah, deux trucs, c'est en Orange. plus l'accès fibre et tout ça. Mais tu l'installes et tu l'oublies. Ça marche. Ça se désynchronise plus avec la télé. T'es plus obligé de leur rebooter 2 à 3 fois par jour parce que les adresses IP, elles Je arrivent suis pas en à train de être me dire que ça libérées. marche comme une La Freebox. quoi. télécommande est Xavier, si tu nous extraordinaire. regardes. Le niveau de zap est super rapide. Non, moi j'ai aussi une numéricap qui tourne aussi à la maison à côté. Non, ça, tu viens de dire un autre. Non, pardon. Oui, Un c'est autre vrai. gros mot, on peut Oui. pas prononcer Bon, ça. non, c'est- voilà, non. je suis comme ça. Orange, c'est tu comme peux, ça. mais Numéricap, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, je peux dire, c'est putain, un truc qui fait plus chier. C'est le bonheur. Bon, bah, ils sont arrivés, écoute. Ouais, c'est pas trop tard. Et la fibre, apparemment, c'est vrai qu'ils sont plutôt bons pour la déployer chez Orange. On aimerait que Free la déploie un peu plus vite. Moi qui suis un utilisateur de Free, j'ai toujours pas en région parisienne. La fibre, il va falloir mettre les bouchées doubles, messieurs de chez Free. De mon côté, c'est une application pour Apple Watch, comme quoi, moi j'y crois, l'Apple Watch malgré tout. Une application qui est liée à un objet connecté très sympa qui est français, qui est le thermostat connecté de Netatmo. Ça s'appelle WatchAtmo. WatchAtmo, ça a un nom à coucher dehors, mais c'est très pratique puisque vous pouvez enfin, depuis votre watch, quand vous êtes à la maison, monter et baisser le chauffage, régler, faire les séances. C'est très bien. Ça coûte un petit peu cher pour ce type d'application, mais au moins elle rend service, 2,99 €. C'est sur l'App Store, n'hésitez pas. Vous pouvez à distance éteindre le chauffage. Et c'est compatible avec tous les modèles? Non, uniquement avec le modèle de Netatmo. Oui, mais parce qu'ils ont eu le premier modèle. Avec puis tous les après, ils ont modèles. Avec tous les C'est modèles. pas que le modèle compatible avec Home. Bah écoute, non, je crois Bon. pas. Bonne nouvelle. Non, écoute, moi, a priori, j'ai pas le dernier modèle, ça marchait, mais peut-être que j'avais le dernier modèle et on l'a pas dit, mais voilà. Donc ça gaze. Oui, ça casse, c'est qu'elle le dit. Oh, habile jeu de mots, 2,99 € sur l'App Store. Voilà, nous sommes arrivés vraiment au terme de ce 247e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez tout le monde dans On refait le Mac quasiment chaque semaine. Hein. Fanny, tu reviens la semaine prochaine. Monsieur X, tu reviens. Je serai à Tokyo. Voilà, alors on va essayer de faire un truc un peu à l'ancienne, hein, puisqu'on sera tous en vacances à droite à gauche. Moi, je serai en Australie, toi, tu seras à Tokyo, Cédric sera au Canada. Monsieur X, tu seras où, toi? En Normandie, normalement. Emmanuel, si tu veux te joindre à nous, je sais pas si tu seras le bienvenu et tu reviens quand tu veux, Thierry. Et à très bientôt. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. J'espère que je serai un peu plus en forme, plus détendu, un peu plus bronzé. Rendez-vous donc la semaine prochaine et un peu avec avance. En avance, bonne fête. Au revoir.